Radio Axe présente Fréquence gourmande. Une émission culinaire présentée par Isabelle Amaglio avec Richard Kayadjanian. Deuxième émission Fréquence gourmande de la saison. Je retrouve Isabelle, ma complice culinaire, qui va bien. Très bien, 26e émission en tout. Je crois que c'est à peu près ça. Deuxième émission de la deuxième saison. Tout à fait. Une formule qui marche, une recette qui marche. La dernière quinzaine, tu nous as proposé un crumble de légumes aux courgettes et tomates et un gâteau d'automne aux raisins. Alors aujourd'hui, quelles sont les deux recettes que tu vas nous expliquer et que je vais prendre donc en dictée? Et messieurs, mesdames, nos auditeurs et auditrices, vous avez quelques minutes pour faire pareil. C'est-à-dire prendre de quoi noter les deux recettes de Isabelle qui sont... Des recettes d'automne, des recettes de saison et une recette de mon enfance. Ah, très bien. Bon, on va replonger dans le passé alors. Une sorte de ma Madeleine de Proust à moi. La Madeleine de Proust, c'est très bien. Eh bien, donc, j'ai pris de quoi noter et là maintenant, l'élève est prêt à prendre les notes. Alors, un classique, des œufs cocottes. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Donc, des œufs cocottes aux champignons. Donc, c'est assez facile à faire, hein. Pour 4 personnes, il faut compter, c'est rapide aussi, en une trentaine de minutes, vous avez vos œufs cocottes. Très bien. Donc pour 4 personnes, 2 œufs, donc 8 œufs en tout. 125 grammes, si on le veut, en version non végétarienne, de dés de poulet ou de petits lardons. 120 grammes, c'est ça? 125 grammes, oui, environ. 125 grammes de dés de poulet ou de petits lardons. D'accord. 250 grammes de champignons. Alors là, on a plein de champignons possibles en ce moment. D'accord, 250 C'est un peu grammes. l'idée. On peut aller dans les bois chercher ces champignons. Oui, enfin, il faut s'y connaître quand même. Hein. Oui, ouais. Oui. L'idée, c'est aussi de présenter ça à un pharmacien une fois qu'on a fait sa collecte, parce que souvent, les pharmaciens s'y connaissent. Ah oui, mais ils ont une formation en principe mycologique, mais voilà, moi, je fais partie des familles où on est toujours allé ramasser les champignons, donc il y a une espèce de connaissance transmise de génération en génération, effectivement. D'accord, alors si vous avez des doutes sur les champignons que vous avez ramassés, vous appelez Isabelle. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Donc 250 grammes de champignons. Il y a une espèce de champignon Non, favori? Toutes, c'est l'idée. D'accord. Trompette de la mort, cèpe, girole, pied de mouton, champignons de Paris aussi. D'accord. 2 échalotes. 2 échalotes. Plus classique. Un bouquet de persil plat ou de cerfeuil. 25 centilitres de crème fraîche épaisse, non négociable. 25 centilitres de crème fraîche épaisse. D'accord. 40 grammes de beurre demi-sel, évidemment. 10 centilitres de vin blanc, en option, pour ceux qui ne veulent pas de vin blanc. D'accord. Fleur de sel et poivre. 10 centilitres de vin blanc et sel et poivre. Voilà. Donc, on commence à préparer les ingrédients. On pèle et on hache les échalotes. On lave rapidement les champignons. Donc, pour les champignons, on ne les laisse pas tremper dans l'eau parce que ça ne va pas du tout pour les champignons. C'est comme les fraises. On coupe les pieds, on enlève ce qu'il y a à enlever rapidement sous l'eau avec un petit sopalin ou ce qu'on veut, un petit pinceau. Et on hache en gros morceaux pour cette recette. Couper les champignons, on les hache en gros morceaux. Oui, en gros morceaux. D'accord. On met le four à 180, on récupère notre 180 habituel. Pendant ce temps-là, on fait fondre 30 grammes de beurre dans une poêle et on ajoute les échalotes. Puis les champignons pour faire une petite fondue. On les fait suer quelques minutes. À ce moment-là, si on veut du vin blanc, on ajoute le vin blanc. On sale, on poivre et on laisse encore quelques minutes en remuant. Il faut que tout soit un peu doré, un peu lié. On soit vraiment sur la consistance de la fondue. Et à la fin, on ajoute le persil ou le cerfeuil en le ciselant directement au-dessus de la poêle. D'accord. On a presque fini. Donc on prend des petits ramequins qu'on a au préalable beurrés si on veut les beurrer. Et on répartit dedans le hachis qui était dans la poêle au fond de chacun des ramequins. On casse doucement les œufs, un par un, dans chaque ramequin. Donc 2 par ramequin. Si on est 4, on a 4 ramequins. Et on ajoute par-dessus 2 cuillerées à soupe de crème fraîche. Puis on sale et on poivre. On verse de l'eau dans un plat à four. Et on met les ramequins dans l'eau, dans le plat. On cuire un peu au bain-marie. Pendant 8 à 10 minutes, si le four est bien chaud, on est pas mal. Donc les œufs doivent être mollets et pas durs. Et c'est terminé. Donc vous allez me dire le poulet et les lardons. Si vous voulez du poulet et des lardons, pour avoir un plat plus complet, vous faites revenir à la poêle le poulet et les lardons. Dans le hachis dans le hachis ou à part, et vous le mettez au-dessus du hachis. Donc il y a quand même une version végétarienne, une version avec... oui, parce que je me fais reprendre par la patrouille. Oh, c'est bien. On peut se faire plaisir aussi. Non, mais à la maison, voilà.
Je fais attention. Ah, Il n'y en a pas ça. pour tout le monde. Et bien voilà, donc les œufs cocottes avec champignons champignons. et échalotes. Très bien, si c'est vite fait en plus. Oui, oui. Celle-ci, oui, je la note particulièrement. Et on arrose ça avec quoi? Eh bien, moi, je serais partie pour un Beaujolais. Parce que c'est bientôt la saison. Voilà, un vin un peu frais, un vin rouge un peu frais, un peu... Ouais. Alors, je me permets de parler à ce moment-là de la région, pas tout à fait dont je suis originaire, mais là où j'ai mon beau-père qui habite, dans le Beaujolais. Il habite une région qui s'appelle les Pierres Dorées. C'est dans le Rhône, c'est du côté de Tarare, Roanne. Et on fait un très bon vin de la cave coopérative de Bully. Il est très bon, il est très fruité, très agréable. Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? Tu vas déguster en faisant des œufs cocottes la prochaine fois. Ah bah ça, dire oui. si ça allait bien. Exactement. Voilà. Donc très bien pour les œufs cocottes. Donc j'ai tout noté. Mesdames et messieurs, nos chers auditeurs, si vous n'avez pas eu le temps de noter, on fera un petit résumé express en fin d'émission. Mais pour le moment, on est prêt à noter le dessert qui irait avec les œufs cocottes. Les douillons. Ah, je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Les douillons, c'est une spécialité culinaire de Normandie, qui est la région où j'ai grandi, même si c'est pas du tout ma région familiale. Et donc, je voyais des douillons quand j'étais petite, et ça n'est qu'un peu plus tard que j'en ai mangé. Et généralement, je retourne en Normandie vers mi-octobre et j'achète des douillons. Et c'est connu là-bas. Si je vais dans la rue à Caen ou tout ça, je dis je veux des douillons. Des douillons en Normandie, il y en a dans toutes les boulangeries à cette période-là de l'année. Je connais pas du tout. Pourtant, on va souvent du côté de la baie du Mont-Saint-Michel, mais c'est un petit peu... Là, c'est du côté de la Bretagne. Il doit y en avoir. Mais en Normandie, oui, c'est un grand classique. Le douillon, c'est une pâtisserie assez rustique qui consiste, alors il y a des variations plus élaborées, qui consiste à placer une poire, en principe. Alors, il y a des variations avec les pommes. En principe, une poire qui est assez brute, qui est juste évidée, et on le met sur ce qu'on appelle une abaisse de pâte. Donc on a abaissé sa pâte, on le met directement dans la pâte et on remonte les bords. Voilà, et ça s'appelle un douillon. Donc il y en a qui mettent à l'intérieur un peu de groseille, du sucre de canne, du cannelle, comme on fait avec les pommes au four, mais moi j'ai toujours connu le douillon nature. Donc je propose la recette simple du douillon nature. Alors le douillon, ça s'appelle aussi le bourdelot ou la rabotte, notamment en Picardie, quand on le fait avec des pommes. Mais le douillon, en principe, ça se fait avec des petites poires, les poires de coque. Je ne vous le fais pas avec l'accent normand comme quand j'étais petite. Mais les poires de coque, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait, ça voulait dire les poires de coque, ce que j'entendais quand j'étais petite, qui sont des petites poires qu'on ne mange pas crues parce qu'elles sont trop dures. Voilà, des petites poires à faire cuire qu'on peut faire au vin aussi. Donc c'est ces petites poires, les poires de coque. Mais c'est pas obligé, on peut en prendre d'autres, les commis. Il ne faut pas prendre des poires trop. Faut pas prendre des poires Williams par exemple. C'est trop fondant. Prendre des poires qui sont un peu dures, qui ont besoin de la cuisson pour pouvoir être pas trop mûres. Être bonnes. Voilà. Il ne faut pas prendre des poires blettes, il faut prendre des poires qui sont naturellement dures. Voilà. Et donc, pour 6 personnes, vous pouvez vous y prendre à l'avance, au moins 3 heures, mais vous allez voir, il y a 30 minutes de repos et 2 heures de cuisson. Donc, le travail est quand même assez limité. Donc, pour 6 personnes, 6 poires dures, donc idéalement des poires de coque, 1 cuillerée à soupe de sucre et 1 jaune d'œuf. Et pour la pâte, qui est une forme de pâte entre brisée et sablée, 180 g de farine, 80 g de beurre demi-sel, évidemment, on est en Normandie, je ne précise pas, 2 cuillerées à soupe de lait, 2 cuillerées à soupe d'huile, parce qu'on ne fait pas dans l'huile d'olive en Normandie, et 2 cuillères à soupe de sucre, 2 œufs et une bonne pincée de sel. Donc on commence par la pâte, on a sorti le beurre à ramollir et on mélange tout simplement la farine, le sel, le sucre. Une fois que c'est fait, on ajoute l'œuf, on peut battre l'œuf d'ailleurs avant, le beurre ramolli, pardon. Il n'y a pas encore de bœuf dans les douillons. Pas encore, non. Non, ce serait une grosse innovation culinaire. Ouais. Le lait, et puis l'huile, pardon. Et on pétrit jusqu'à l'obtention d'une pâte souple. Et dès que c'est fait, on réserve au frais pour qu'elle durcisse un peu, qu'on puisse mieux la travailler. Et là, attention, on fait une grosse infidélité au 180. On préchauffe le four à 150, sans ventilation, à l'ancienne classique. Ouh là là, c'est une vraie révolution. 150 degrés, je ne sais pas si je saurais faire. Alors, les fruits. On évite le fond des poires avec une petite cuillère, la pointe d'un économe. On laisse la queue et on laisse la peau. On étale finement la pâte. Mais alors, attends, excuse-moi, il y a un truc que je ne comprends pas. La poire, si on les vide, on la coupe en deux d'abord, non? Non, par le fond. D'où la petite cuillère et la pointe de l'économe. On passe par l'arrêt, on passe par le fond. Et on enlève le trognon avec une petite cuillère qu'on introduit dans... Oh, ça se fait bien. Ah bon. En plus, elle est dure, donc... D'accord.
Et vider la poire, donc... en passant par le fond. D'accord. On étale donc finement la pâte et on dépose des poires régulièrement espacées sur l'ensemble de manière à avoir suffisamment de pâte autour de chacune pour pouvoir lui faire son petit couffin de pâte. D'accord. Voilà. Faut prévoir une marge. Exactement. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on referme la pâte autour de chaque poire, en refermant bien sur chaque fruit, en faisant bien adhérer et en laissant la queue dépasser. C'est la seule chose qui dépassera du douillon. On mélange le jaune d'œuf qu'on a mis de côté et la cuillère de sucre, et on dresse les poires directement sur la plaque du four ou sur un tapis en silicone, un papier sulfurisé, ce que l'on veut. Et on dore chaque poire au pinceau et on enfourne pour 2 heures. C'est terminé. 2 heures de cuisson. Ah bah oui, quand même, 150, donc 2 heures. Puis la poire, elle est dure, la poire de coque. 2 heures à 150 degrés. Bon, très bien, ça laisse le temps de faire plein de choses Exactement. pendant ce temps-là. Et est-ce qu'on peut arroser ça Alors, avec du cidre. Cidre, bah voilà, oui, du cidre. bien sûr. En Normandie, quand on est la version plus chic, je sais qu'on peut le faire avec des sauces miel calva, par exemple, aussi, ou du caramel, ou de la vanille. Mais alors moi, j'ai toujours connu le douillon très rustique. Et je trouve que c'est ce qui fait son charme. Douillon rustique, pour terminer avec les œufs cocottes en premier plat. Bien voilà, c'est un parfum de Normandie aujourd'hui. Et oui, puis de saison. On va retourner, si tu veux bien, du côté chez Olivia du côté de Natureville, car cette fois-ci, voilà, la parole est à Olivia du côté de Natureville. C'est parti. Bonjour Olivia, ça va ? Bonjour, très bien, et vous ? Ah bah moi je suis en pleine forme, on est toujours dans ton jardin, 200 mètres carrés, hein, c'est ça ? Oui, 200 mètres carrés, oui. C'est pas mal hein, déjà. Et en plus il fait très beau, là on a droit à un très très joli temps, un petit peu automnal, un peu frais mais c'est très agréable. Et aujourd'hui pour notre deuxième rubrique ensemble, hein, tu fais donc partie pratiquement de la maison Radio Axe, on va parler, après avoir parlé des orties et des nombreuses manières d'accommoder l'ortie et de l'utiliser agréablement, eh bien, tu vas nous parler de pissenlit aujourd'hui. Oui, le pissenlit que tout le monde connaît, on marche dessus, donc on le trouve dans les prairies, dans les parcs. Moi, je suis ici, on est au bord de Seine, mais on a au bord de Seine, il y en a partout. On le trouve partout. Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, le pissenlit, il est très très bon pour la santé. Il est excellent en salade. Donc, le pissenlit, on peut manger aussi bien la fleur au printemps. Cette fleur jaune qui est très jolie, ouais. On peut la manger en salade. Mm-hmm. Et alors, les feuilles, moi en salade, je ramasse les jeunes feuilles. Ah. Parce qu'elles sont plus tendres. D'accord. Donc, je les coupe en morceaux et je les mélange avec soit la laitue, la betterave, enfin, n'importe quelle autre salade verte. Mm-hmm. Et les feuilles plus dures, parce qu'il y a les feuilles tendres et les dures, et les plus dures, on peut les ramasser pour faire une soupe. D'accord, donc les plus grosses feuilles pour la soupe et les plus petites elles sont dures pour la et un petit peu plus amères, donc on peut faire de la soupe avec, et les feuilles plus jaunes en salade. Et alors ça, ce que je savais pas, c'est qu'on pouvait aussi manger la fleur. Ah, la fleur est excellente. Ça décore les salades et en plus elle est excellente pour la santé. Je suppose qu'on les cueille, on les lave abondamment. Oui, abondamment. Quand c'est dans les jardins, ouais. On n'a pas besoin de les laver abondamment. Mais par exemple, si c'est au bord, si c'est dans les jardins extérieurs et dans les parcs, oui, parce qu'il y a les chiens qui passent, les chats, il y a des animaux qui peuvent faire pipi dessus. Peut-être pas que des animaux d'ailleurs. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas, voilà, dans ce cas-là, oui, il faut laver un peu plus. Donc voilà, c'était le conseil d'Olivia du jour, le premier, parce qu'on va enchaîner sur une autre fleur que le pissenlit, c'est la capucine. Alors je ne savais pas qu'on pouvait consommer la capucine. Oui, on n'a pas dit que donc le pissenlit, ouais. il est riche en protéines complètes, comme le riz complet, les pâtes complètes. Il est tiré en protéines complètes et en vitamines et sels minéraux. Eh ben c'est parti pour le pissenlit, je suis un converti, on essaiera ça le plus tôt possible et on enchaîne donc avec la capucine, c'est ça ? Oui. Et c'est parti. Est-ce qu'on va trouver les fiches concernant la capucine ? Alors, les capucines, ouais. Je pense que tout le monde doit... Pas tout le monde. C'est une fleur qui est connue par les jardiniers.
Pratiquement tous les jardiniers l'ont dans leur jardin. On la voit moins dans les parcs et quand on marche dans les champs, il n'y en a pas. Il faut la semer, cette fleur. Donc, elle est magnifique parce que quand on la met dans les... Moi, je mélange aux légumes. Parce que déjà, ça fait venir les insectes, les abeilles. Les abeilles se régalent. Vous voyez, on est fin septembre et j'ai encore des tapis de capucine partout. Alors, je confirme aussi que c'est une jolie fleur. Elle a une très jolie couleur. Ouais, et donc, il y a plusieurs couleurs. Il y a au moins 10 variétés de couleurs. Et ça fait un tapis magnifique de fleurs. Et en plus de ça, on peut la manger. Alors, de quelle manière? Alors, on peut manger les feuilles en salade aussi. Donc, je ramasse les feuilles les plus jaunes et les fleurs. Elles se mangent également. Et ça décore aussi la salade. Et les graines, elles se mangent également. Donc, il faut ramasser les graines tant qu'elles sont vertes. Donc, soit vous les mélangez dans la salade, pareil que les fleurs et les feuilles, soit vous les faites en vinaigrette, pareil que les cornichons. Et vous les mangez à la place des cornichons, vous mangez la graine des capucines. C'est un condiment alors? C'est comme un condiment, effectivement. Je vous ferai goûter. Ah bah avec plaisir, oui, bien sûr. Je vous goûter, on va y aller. Je vous ferai goûter, je ferai croquer la graine, là vous allez donner des nouvelles. Avec plaisir. Elle est légèrement piquante et il y a une saveur... On la trouve nulle part. C'est une saveur de capucine. Non, de capucine. Voilà. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a eu droit au pissenlit à la capucine, donc 2 fleurs à manger en salade, notamment, et comme condiment pour la capucine. Et bien, on se revoit bientôt pour d'autres petits conseils botaniques. Oui, et j'ai pas dit que elle est riche en vitamine C. Ah. Voilà. Très riche en vitamine C, et donc elle a un goût poivré. Elle a le goût aussi de croissant et de radis noir. Voilà, c'était. Mais alors, avec toutes ces vitamines réunies par les orties, la capucine et le pissenlit, c'est pas un jardin que tu as, c'est une pharmacie. C'est une pharmacie naturelle. Voilà, c'est ça le maître mot, naturel. Merci beaucoup, Olivia. À bientôt. À bientôt. Donc, c'était la chronique Grain de Sel qui était donc du côté de Natureville. Grâce à Olivia, nous avons appris à manger des pissenlits, non pas par la racine, mais en salade. Je précise que j'ai mis de côté quelques graines de capucine à la maison que j'ai mises dans la saumure de cornichons. Et je vais attendre pendant un mois pour pouvoir les consommer. C'est vrai que tout cru, ça a une saveur quand même un petit peu amère. Alors, j'ai hâte de savoir à quoi ça ressemblera quand elles auront trempé pendant un mois dans la saumure. Un dernier petit mot pour la chronique Grain de Sel, un petit coup de chapeau à Makram Akrout. C'est le boulanger dont la baguette a été élue récemment la meilleure baguette de Paris en 2021. Voilà, c'est un boulanger qui est arrivé de Tunisie il y a à peu près 20 ans. Il a 42 ans et il travaille dans le 12e arrondissement, dans l'établissement Les Boulangers de Reuilly. Voilà un petit coup de chapeau pour cette deuxième chronique Grain de Sel de la saison. Voilà, c'était donc notre deuxième rendez-vous avec Olivia, haute en couleur. Alors, le pissenlit, j'en ai beaucoup mangé quand j'étais enfant et j'ai toujours, détesté ça, les salades de pissenlit. Alors, j'ai une petite anecdote aussi sur le pissenlit et pas si loin que ça. C'était pendant le salon des associations en septembre dernier au parc du Dispensaire. Il y avait des food trucks et un des food trucks, là où je me suis servi, et j'ai eu raison, proposait des hamburgers avec de très bonne viande à l'intérieur et à l'intérieur, il y avait des petites feuilles de pissenlit. Il y a un petit côté amer, bien sûr, avec une salade que de pissenlit. C'était ça, quand j'étais petite, c'était une salade de pissenlit entière et l'œuf dur et les petits lardons à côté ne suffisaient pas à me donner de l'appétit pour cette salade tellement amère. Très bien. Et là, Olivia nous propose de la mélanger à d'autres salades. Oui, elle a bien raison. Peut-être que ça peut amoindrir un petit peu le côté Effectivement, la capucine, c'est bon et c'est très joli dans les assiettes.
Très bien. Donc, après avoir mangé de l'herbe, on va revenir à nos deux Un petit recettes récapitulatif, du c'est jour. Nous avens eu droit à des œufs cocottes aux champignons. aux champignons. On est dans la nature aussi, et donc Eh bien, on y c'est va. parti pour le résumé express. 4 personnes, 8 œufs, 125 g de poulet ou de petits lardons si on veut y ajouter une note animale. 250 g de champignons, 2 échalotes, un boulet de persil plat ou de cerfeuil, 25 centilitres de crème fraîche épaisse, 40 g de beurre demi-sel, sillon du vin blanc, 10 centilitres de vin blanc, fleur de sel et poivre. On s'occupe de ces échalotes, on pèle, on hache et on commence à les faire réduire dans 30 g de beurre dans la poêle. On y ajoute les champignons qu'on a préalablement préparés et hachés en gros morceaux. Pendant ce temps-là, on préchauffe le four à 180. Et une fois que tout ce petit monde a sué, on ajoute le vin blanc si on le souhaite et on laisse encore quelques minutes pour que ce soit bien lié, bien fondu, bien doré. Et à la fin, hop, persil et cerfeuil directement par-dessus. On a presque terminé puisqu'il suffit de beurrer les ramequins, de répartir le hachis de la poêle au fond de chacun et à ce moment-là d'ajouter le poulet et les lardons revenus à la poêle aussi si on le souhaite. On casse tout doucement pour ne pas les percer, les œufs dans chaque ramequin. On ajoute la touche finale, les 2 cuillères à soupe de crème par ramequin. On sale, on poivre et on place dans un plat à four qu'on aura préalablement rempli d'eau pour faire un bain-marie en démarrant la cuisson à froid, puis au four pendant 8 à 10 minutes et c'est terminé. Très bien, et on arrose ça avec quoi d'ailleurs? On s'est dit un Beaujolais, c'est ce qu'on s'était dit, un vin un peu frais. Donc ensuite on passe au douillon, spécialité normande de cette saison pour 6 personnes et donc 6 douillons, 6 poires dures. On peut faire avec des pommes et les poires dures, une cuillère à soupe de sucre avec un jaune d'œuf pour dorer l'ensemble quand ce sera terminé. Et pour la pâte qui va entourer les douillons, 180 g de farine, 80 g de beurre demi-sel, 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe d'huile, surtout pas d'huile d'olive, on est en Normandie, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 œufs et une bonne pincée de sel. On a sorti le beurre à ramollir et donc on a pu battre l'œuf aussi pour gagner un petit peu de temps. On mélange la farine, le sel et le sucre. Quand c'est bien incorporé, on ajoute l'œuf battu, le beurre ramolli, le lait et l'huile. Et on pétrit jusqu'à l'obtention d'une pâte souple. On réserve au frais. On préchauffe le four à 150 sans ventilation. Là, on prépare les fruits, on retourne les poires, on évite le fond avec une petite cuillère à la pointe d'un couteau. On laisse bien la peau et la queue de la poire entière. On étale finement la pâte et on dépose les poires un peu en quinconce pour pouvoir avoir la pâte suffisante pour la refermer directement sur la poire en laissant juste la queue dépasser. On prend son jaune d'œuf et une cuillère de sucre et on le mélange et on le passe directement sur les poires qu'on a placées directement aussi sur la plaque du four et au four pour 2 heures, c'est terminé. Très bien, et avec un peu de cidre. C'est la bonne option. Et comme ça, tout le monde est content. Voilà. Je reviens quelques secondes, il nous reste quelques minutes là, c'est bien, on va pouvoir discuter un petit peu, puisque parfois on est pris par le temps et pas là, tu vois, on est de plus en plus performant. Sur les aventures d'Olivia, là, qui m'a donné un bouquet de feuilles de citronnelle. En me disant, il faut les laisser sécher pendant 1 mois, et après on peut en faire du thé citronnelle, enfin le préparer comme le thé, un peu comme les orties dont elle nous avait parlé il y a 2 semaines, voilà. Et donc tout ça pour dire, je vous donnerai bientôt des nouvelles de la soupe d'ortie et de mes graines de capucine et de monter à la citronnelle. Quant à toi, tu vas nous faire quelques petites infidélités, tu vas partir au Mexique. Oui, tout à fait. Alors tu vas faire des découvertes culinaires, je suppose. Forcément. Tu t'y connais déjà un petit peu en cuisine mexicaine? Pas du tout. Alors là, c'est l'occasion. Les tacos, qu'est-ce qu'il y a comme fajitas, voilà. Oui, alors j'ai pas donné dans le cliché, donc j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de maïs, beaucoup de maïs comme base et de haricots rouges, d'avocat. Mais pour le reste, je n'en sais pas beaucoup plus. Je pars à l'aventure. Ouais, j'ai un souvenir des États-Unis où j'avais mangé un plat qui s'appelle le chimichanga. Alors là, je m'étais régalé. Il y avait de la sauce un peu piquante, il y avait de la purée d'avocat dedans, de la viande qui était entourée par une coque justement faite avec une pâte à base de maïs. Alors je pourrais pas dire exactement comment ça s'appelle, mais le chimichanga, je peux dire que ça me laisse un très 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 bon souvenir. J'ai l'impression qu'on est aussi beaucoup comme dans certains pays d'Asie avec des petites quantités qu'on prend à la pincée.
qu'on est beaucoup en street food, comme on dit en bon français, et voilà, qu'on est beaucoup aussi avec ce type de nourriture qui est très loin de repas structurés, partagés avec un plat chez nous. Très bien. Eh bien, à ton retour, tu nous feras peut-être profiter certainement. de ce que tu as appris là-bas. On se quitte pour cette semaine. Si vous n'avez pas eu vraiment le temps de tout noter les recettes du jour, vous les retrouverez sur le compte Instagram, les casseroles d'Isa. Exactement. Nous vous souhaitons un bon appétit à tous et à bientôt. À bientôt.